Arlette. Salut Isabelle. Je suis très touchée de te retrouver 2 mois après le suicide de ta fille Silane à l'âge de 24 ans. Nous sommes dans son appartement aujourd'hui dans la région de Genève. Il y a 2 mois, tu avais exprimé le besoin de partager ce vécu en empathie avec les parents qui sont confrontés au suicide d'un proche. Et cette vidéo a touché des milliers de personnes. Tu as reçu énormément de commentaires de soutien, beaucoup de questions aussi. Et nous avons décidé ensemble de renouveler cette expérience pour que tu puisses approfondir cette expérience en interaction avec nos auditeurs. Alors, 2 mois après, à la lumière de tous ces témoignages, qu'est-ce que tu as observé en toi et autour de toi? Oui, merci Isabelle d'avoir organisé ce deuxième entretien. Oui, j'aimerais remercier chaleureusement le soutien, toutes les personnes qui m'ont offert un témoignage de soutien, parce que ce que j'ai pu voir qui était étonnant, c'était qu'il y avait une grande profondeur dans leur soutien. Comme s'il y avait vraiment une compréhension profonde de la douleur que ça peut générer. Et puis ça, dans un premier temps, c'était une sorte de bain d'amour dans lequel je me suis retrouvée. Après, avec le fil du temps qui passe, par moments c'était un peu douloureux parce que ça me remet dedans, tu vois. Mais voilà, c'était déjà de remercier toutes ces personnes qui ont pris le temps d'écrire, parce qu'il y avait certains messages qui étaient quand même assez longs. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup bouleversée, c'est de voir que c'est un phénomène énorme en ce moment. Et c'est un phénomène qui est peu connu en fait, parce qu'il y a encore beaucoup de tabous autour du suicide, depuis toujours. Mais sauf que maintenant, le suicide des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, il prend une ampleur sans précédent, quoi. Donc c'est comme si on est confronté depuis quelques années à un déploiement exponentiel de cette tragédie, quoi. Et donc, c'est comme si collectivement, on n'a pas le temps de s'y faire, on n'a pas le temps de réfléchir à cette question, tu vois, pour remettre en question certaines croyances, parce que ça nous tombe dessus avec une ampleur incroyable, tu vois. Et je crois que j'avais dit dans la première interview, déjà la semaine où on a enterré Silane, le prêtre m'avait dit qu'il y avait eu 2 suicides, qu'il avait enterré 2 personnes qui s'étaient suicidées, plus 4 bébés. J'ai encore été manger chez des amis à Bernay qui m'ont parlé de 2 autres jeunes qui se sont suicidés dernièrement. C'est vraiment un phénomène qui exprime derrière cette espèce de noyade d'images superficielles où tout le monde fait comme si tout allait bien, avec le sourire, avec des stéréotypes qu'on balance en images par milliard. Il y a un désespoir chez beaucoup de personnes, et les jeunes en particulier. Et ça m'a un peu bouleversée quand même, de prendre la mesure de l'ampleur du phénomène, quoi. Et c'est ce qui m'a donné envie aussi de reprendre la parole pour soutenir les parents. Parce que quand ça nous arrive, on aurait besoin d'énormément de temps pour respirer cette histoire, pour accueillir ça, et on n'a pas ce temps. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversée. Et ce qui m'a aussi bouleversée en lisant ces commentaires, c'est de voir, parce que je n'avais pas approfondi le sujet, mais j'ai pu être tellement, dans la mesure où j'ai réussi à rester en métaposition
face à ça. J'ai pu vivre chaque étape hyper consciemment et puis observer les phénomènes. Parce que dans la conscience, tu vois, tu peux voir les choses pas d'une façon détachée, parce que tu n'es pas détaché de la douleur. Mais il y a... Oui, voilà, objectif. Et puis, tu n'es que la douleur, mais le petit pas de côté que j'ai réussi à faire m'a permis d'être conscient de la douleur, mais aussi conscient de tout ce qu'il y a autour, tu vois. C'est-à-dire là, tu commences à pouvoir voir les phénomènes. Tous les phénomènes que j'ai vécus en ayant la chance de pouvoir communiquer avec Silane dans l'au-delà, grâce à un homme qui a été mis sur ma route par l'univers et que tout à fait, les synchronicités ont fait que j'ai pu le voir avant de débrancher les machines, j'ai pu passer 2 heures avec Silane à recevoir des informations de Silane. Et que juste avant de pouvoir la voir, la découverte de ma fille a fait s'effondrer en moi toutes les croyances que je pouvais avoir. L'effondrement de toutes ces croyances quand on est en face de la mort de son enfant, elle te précipite dans le vide, d'accord ? Elle te précipite dans le vide, c'est-à-dire il n'y a plus de vérité. C'était quoi ces croyances, par exemple ? Ben, tu vois, c'était des croyances spirituelles. Tu vois, c'était des croyances, par exemple, que la prière fait des miracles. J'ai prié des mois, des années pour Silane. Qu'avec la méditation, on peut tout transformer. C'était des croyances sur le pouvoir créateur de la pensée. Et je ne remets pas en question, parce qu'aujourd'hui la science, elle prouve ça, d'accord ? Et c'est ce qui est très culpabilisant d'ailleurs. C'est que quand tu prends conscience que le pouvoir créateur, il est en nous. C'est-à-dire que quand je projette une intention ou une image et que j'arrive à associer une émotion élevée, le champ unifié, il va répondre et il va créer ça. Et je l'ai expérimenté, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu te retrouves et que tu n'as pas eu la force mentale de faire ça et d'émotion, parce que toi, tu es tout le temps avec la douleur de ton enfant, tous les jours, c'est une réalité. C'est très difficile face à ce désespoir et puis à l'impuissance qu'on a dans ce désespoir de son enfant. C'est très difficile de pouvoir associer l'émotion élevée qu'on ressentirait quand elle s'en sort. Tu vois, parce que le pouvoir créateur, c'est... On ne projette pas dans le futur. Le futur, il vient vers nous parce que dans notre présent, on crée cette réalité. Et Dieu sait si je l'ai expérimenté 1000 fois dans ma vie, j'ai réalisé des grandes choses dans ma vie que par ça. Où tout le monde me disait que c'était impossible, et puis je disais, mais c'est pas impossible, c'est déjà là. Le spectacle, il est déjà là. Le projet, il est déjà là. J'avais cette fois un déracinable, tu vois. Mais quand tu es en face de la douleur des jeunes hypersensibles, qui sont vraiment des étoiles sur Terre, eh ben, j'ai pas eu cette force, tu vois. Tu veux dire que tu t'en veux aujourd'hui, ou tes croyances se sont effondrées parce que, quelque part, tu n'aurais pas réussi à générer dans ta réalité le fait qu'elle s'en sorte. Oui, le fait qu'elle s'en sorte. Oui, le fait qu'elle s'en sorte, tu vois. Absolument. Et tu vois, on est dans une période qui est fascinante parce que la science découvre ça, tu vois, et apporte des preuves scientifiques avec des scanners cérébraux, avec des électrocardiogrammes. On commence à avoir une conscience de tout ça qui est énorme. On crée sa réalité. Voilà, tu vois. Mais le monde est dans un chaos tel que c'est comme si ce serait une formation de 10 ans pour avoir un doctorat qui te rend compétent, et juste, tu n'as pas ces 10 ans. Parce que ton jeune, il est dans le désespoir, ton jeune, il est massacré par toute la violence qu'il y a dans le monde, et tout ce plan machiavélique pour détruire l'humanité,
ben, tous ces êtres, ils connaissent bien ce plan créateur, ils connaissent bien ce pouvoir créateur, puis c'est ce qu'ils utilisent justement pour que nous, on génère cette destruction sur Terre, tu comprends? Parce qu'en mettant des images de violence tous les jours, des choses horribles tous les jours sur les médias, eh ben, on crée ça, tu comprends? On cultive, on nourrit, on donne notre force vitale là-dedans, et puis avec les angoisses qui vont avec, et on ne cesse de créer ça, tu comprends? Mais tout va trop vite, on n'a juste pas le temps de s'asseoir dans ces nouvelles, tu vois? Donc, il y a ça, et puis surtout... tout ça, ça s'est effondré. C'est comme si, ben non, tout ça, ça n'a pas suffi, dans le moment. C'est effondré, pas dans ce sens que c'est faux, non, ça marche pas dans le sens que c'est faux. C'est effondré en rapport avec tes attentes sur toi-même, dans ton envie de sauver ta fille. C'est effondré par rapport à ton propre point de comparaison, non? Je peux pas te dire parce que c'est pas quand ça t'arrive, c'est pas une analyse que tu fais de ces choses-là. Ouais. C'est difficile de parler de cet effondrement. Mes propos sont peut-être pas complètement exacts, mais c'est difficile de mettre des mots sur des choses si énormes, tu vois. Ce que je peux juste dire, c'est que quand j'ai retrouvé ma fille, tout s'est effondré en moi. Mais c'est tout en fait. Toutes les méthodes finalement. Oui, toutes les méthodes. Et puis surtout, tu vois, oui, puis surtout, tu vois, c'est que quand Silane a commencé à aller vraiment très mal il y a 4 ans, il y a eu différentes épreuves, bien sûr, la mort de son père, le départ de son père de cœur qui l'a vraiment précipité dans l'abîme de l'abandon, et d'autres. Après, le Covid, enfin, tout plein de choses qui sont greffées là-dessus. Et depuis, moi, je n'ai cessé de me former, justement en neurosciences, de me former sur le triangle de Karpman, pour que je puisse... triangle de Karpman, donc c'est sortir de la dynamique dramatique, voire victime, pour essayer de m'ajuster au mieux, comprendre ma responsabilité aussi dans le mal-être de Silane. Donc pendant 4 ans, j'ai consacré ma vie à ça. Indépendamment de tout le reste, hein, d'ailleurs mon travail, enfin, je n'ai pas besoin de faire un dessin de ce qu'on doit faire dans le quotidien, mais j'ai vraiment, honnêtement, fait ce chemin de remise en question, de prise de responsabilité en tant que maman. Tu as fait ta part, tu as vraiment j'ai plus que fait ma part, bien sûr. Et je pense que c'est ça qui s'est écroulé, tu vois. Mais c'était très intéressant parce que dans ce vide complet, Silane a pu m'ouvrir l'esprit sur le fait que justement, et ça a été très aidant, et c'est ça que j'aimerais offrir aux parents, sur le fait qu'il y a différents plans d'âme, en fait. Il y a les âmes humaines qui sont liées, les âmes qui sont dans des corps humains, qui sont liées à la Terre, au plan terrestre. Mais après, il y a plein d'autres plans dans l'univers. Il y a plein d'autres planètes, il y a des étoiles. Et justement, il y a des familles, il y a des grandes familles d'âmes stellaires, d'autres civilisations. Et il y a des grandes familles d'âmes stellaires qui sont justement ces âmes d'une pureté, d'un amour sans tache, et qui viennent carrément en mission sur Terre, tu vois, comme Médecins sans frontières, les médecins de Médecins sans frontières, ils vont en mission à Gaza, ils vont en mission en Ukraine, dans tous ces pays en guerre, pour rétablir la paix, pour guérir les cœurs, guérir les corps, guérir les âmes, tu vois. C'est des grandes âmes. Mais des missions, tout le monde a une mission, et il y a une espèce de complexe de la mission aujourd'hui, où dès que tu dis que tu as une mission, on te regarde, tu te prends pour qui? Mais si, chacun il a une mission sur Terre, tu vois. Et donc tu as des âmes qui sont des âmes stellaires qui viennent en mission sur Terre pour soutenir l'humanité, soutenir les humains du plan terrestre à retrouver le chemin de l'amour, à retrouver le chemin du pardon, à retrouver le chemin de la joie, de la créativité, tu vois. Mais il faut savoir que c'est des sacrifices terribles pour ces âmes, parce qu'elles sont tellement pures, elles sont tellement fines, volatiles, que descendre, se coincer dans un corps humain, c'est vraiment très exigeant pour eux. C'est ça leur douleur, en fait.
C'est que c'est comme si tu as un pilote de course de Formule 1 qui est triple champion du monde, puis tu le mets dans une 2 chevaux à 200 000 km, tu vois, pour gagner la course. Revenir à ce que tu évoquais tout à l'heure, de cet effondrement de tes espoirs en lien avec tes pratiques finalement que tu as mis en œuvre de toute ton âme et de tout ton cœur pour aider ta fille. Tu me disais aussi que quand on est dans ce deuil, c'est insoutenable parfois d'entendre des théories des autres pour donner du sens à ce décès ou à un suicide, et que quand on est dans cet espace-là du chagrin, en fait, on ferait mieux de se taire que de venir avec des théories et des explications. Oui. Est-ce que tu veux développer? Oui, volontiers. Déjà, j'aimerais dire que quand les gens sont touchés, qu'ils sont en empathie, ces théories qu'ils nous partagent ou ces conseils, c'est toujours sous-tendu par de la bonne volonté, n'est-ce pas? Ils ne font pas ça pour nuire les personnes. Mais tu vois, ce qui était vraiment intéressant, c'est que dans cet effondrement des croyances que j'ai eues et de tous les plans spirituels, que tout ça, tout d'un coup, ça devenait des théories. Tu vois, des théories. Eh bien, paradoxalement, ça a fait naître en moi un immense respect de toutes ces croyances qui sont limitées, en fait, par rapport à ce que Silan m'a ouvert comme champ de conscience, d'accord, qui me montre à quel point je suis ignorante, surtout dans le domaine spirituel. Pourtant, on peut se croire très spirituel parce qu'on fait plein de trucs, mais en fait, justement, il y a plein de choses qui sont du tourisme spirituel, tu vois, parce que quand tu es en face de ce réel-là, il n'y a plus que ce réel-là qui compte et tout ce qui s'y passe, tu vois. Mais, paradoxalement, à cet effondrement de toutes ces croyances, c'est-à-dire que, pour être plus précise, c'est pas que les choses n'étaient plus vraies, c'est qu'elles étaient incomplètes. Tu vois? Tout à fait. Hein, le plan divin, il existe, c'est une réalité, mais c'est incomplet, il n'y a pas que ça. Et si on se croche là-dessus, on se fourvoie dans l'illusion, tu vois? Donc c'est les illusions par rapport à la complétude de tout ça. Et paradoxalement, ça m'a donné un immense respect pour toutes ces croyances, quelles qu'elles soient religieuses, spirituelles, ésotériques, philosophiques. Elles ont toutes une immense valeur, pour autant qu'elles rendent les gens plus humains, plus modestes, plus humbles, plus curieux, plus aimants, tu vois, plus bons, en quête de beauté. À partir du moment où l'effet de toutes ces croyances, c'est de devenir plus humain sur Terre, parce qu'on ne vient pas faire une expérience spirituelle sur Terre, on vient faire une expérience humaine, tu vois, avec toutes les caractéristiques qui correspondent à la 3D, qui font qu'on devrait pouvoir être dans le partage, dans la bonté, dans la beauté et dans la vérité de ce plan-là, tu vois. Et c'était très surréaliste ce que je vivais, parce qu'à la fois, tout s'est effondré, j'aurais pu détester toutes ces croyances, tu vois, j'aurais pu les rejeter complètement. Eh ben non, je les ai intégrées toutes, si tu veux, tu vois. Alors, quand les gens venaient me dire des trucs sur le bon Dieu, sur Jésus, tout ça, sur le Christ, tout ça, ben, je l'accueillais. Ça résonnait plus en moi. Et c'est pas que le Christ n'existait pas. J'étais très au service du Christ et de Michael et tout ça. Mais là, je suis dans une période où je me suis reliée pour rester en lien avec Silan, avec ses autres plans, dont j'ignore tout et que je suis complètement en apprentissage. Et du formatage finalement de la conscience sous forme d'idéologie. Ouais, je pense, ouais. Je pense, ouais. Et je pense que c'est ça la clé pour qu'on s'en sorte sur Terre, tu vois, c'est qu'on arrête d'opposer des croyances. Elles ont toutes une valeur pour chacun, tu vois. Et puis dans une vie d'être humain, on peut passer d'une croyance à l'autre et chaque croyance peut nous aider à un moment donné dans notre vie. Tu vois, il ne faut pas les rejeter parce que si elle t'a aidé à monter sur une petite marche pour devenir plus humain, plus aimant, plus juste, plus modeste et plus humble, eh ben c'était une immense valeur. Et après, elle t'a ouvert un autre champ de conscience et tu bascules dans une autre croyance. Et on ne doit pas les abandonner, ces croyances. Il faut juste
les sublimer. Ou les compléter, comme tu Ou disais les compléter, justement. ou les compléter, ouais. Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton processus de deuil et aussi dans tes interactions avec la vie réelle, l'administration? Comment, 2 mois plus tard, tu disais que tu as reçu beaucoup de soutien, évidemment, le jour et quelques jours après le départ de Silane, mais qu'après, tu as été plongée dans une grande solitude, dans une grande culpabilité aussi, et puis beaucoup de tracas administratifs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? C'est toujours la même chose depuis le décès de Silane. On est précipité dans un tunnel de temps avec des échéances auxquelles il faut répondre rapidement, tu vois. Et c'est froid et c'est violent. Je te donne un exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Parce que bien sûr que quand je suis en rapport avec Silane du point de vue de l'âme et pas du point de vue de ma petite Silane terrestre, d'accord, je vais assez bien, mais je vis dans cette 3D. Et donc, je me dépatouille quand même parce que quand j'entends l'ambulance, par exemple, tu vois, quand je reçois la facture de l'ambulance ou la facture de l'hôpital ou la facture des pompes funèbres, tu vois, ça te reprécipite dans ça. Et donc, je redescends dans ma dimension de maman parce que c'est quand même tout frais, tu vois. Mais je m'applique tous les jours pour honorer la grandeur de Silane, en fait, qui n'était pas une petite fille, tu vois, qui était beaucoup plus que ça, pour honorer l'être qu'elle est et continuer de travailler avec elle, parce qu'elle continue de travailler, elle, pour incarner l'amour sur Terre. Elle le fait, on en parlera, on y reviendra, tu vois. Ouais. Mais je suis confrontée à ça. Et donc, c'est comme si mon système nerveux, tu vois, il est très éprouvé, mon système nerveux. Et l'autre jour, je téléphone à une assurance pour avoir un document pour que la comptable puisse faire pour la succession. Parce que malheureusement, je ne devrais pas dire malheureusement, mais je dois dire malheureusement, il y a un héritage, puisqu'elle avait hérité de son père. Et là aussi, je suis précipitée dans un truc surréaliste. Je devrais pouvoir me réjouir, je vais recevoir un peu d'argent, tu vois, mais c'est tragique en même temps. Puis tu es confrontée à des trucs que tu ne sais pas comment traiter, ça. Tu sais pas, tu vois. Il y a comme un court-circuit. Il y a un court-circuit, oui. Et la douleur et le drame, tu vois. Par, oui, par cette nouvelle. Oui, je devrais pouvoir être dans la joie, mais je ne peux pas la vivre. Et je n'ai pas encore trouvé le chemin pour pouvoir accueillir ça dans la joie. Donc, je téléphone à ce gars pour avoir ce document. Et il me dit, mais madame, je ne peux pas vous le donner parce qu'il me faut une procuration. Et là, déjà, sa question, elle me... De nouveau, c'est surréaliste. Tu es dans un monde surréaliste, tu vois. Tu te dis, comment je traite ça? Puis je lui réponds, mais monsieur, je ne peux pas avoir une procuration, ma fille est décédée. Puis il dit, oui, mais madame, je suis désolée, moi, si vous ne m'amenez pas une procuration, je ne peux pas vous... Je peux pas vous donner le papier. Puis là, t'es là dans un état de sidération. Et je répète, je dis, mais monsieur, vous m'avez entendu, ma fille, elle est décédée le 31 août. Comment je fais pour obtenir une procuration de la part de Silane, qui est votre cliente? Il me fait répéter 4 fois le truc, Isabelle. Alors la 4e fois, j'ai pété un câble. La 4e fois, je me suis effondrée. J'ai dit, écoutez, maintenant vous vous taisez, vous allez demander à votre supérieur, vous me passez votre supérieur là, parce que là, soit j'ai un robot en face de moi, soit vous êtes vraiment stupide ou sourd, quoi. Mais tu vois, je pleurais, mon système nerveux, il a lâché là. Et donc, 10 minutes après, il revient, après avoir téléphoné à tous les robots, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il a fait, bref, pour me dire qu'il allait pouvoir me donner ce document et ce que je devais faire pour ça. Présenter ses condoléances. Et puis là, il me dit toutes mes condoléances, madame. Mais toutes mes condoléances, madame, c'est comme. Il me l'a dit d'une façon comme s'il m'avait dit, mais passez-moi le sel, tu vois, ou le poivre pour mettre dans la soupe, tu vois. J'ai dit, c'est bien, il vous a fallu parler avec votre supérieur pour m'adresser vos condoléances, je vous remercie beaucoup. Mais tu vois, tu es confronté au niveau. Parce que c'est un petit détail, ça, de rien du tout, mais c'est gravissime. Parce que ça m'a précipité dans le niveau d'inhumanité dans lequel on est aujourd'hui avec
le monde artificiel, froid et virtuel. Hein. On a atteint un niveau d'inhumanité hallucinant. Gravissime. Gravissime. Donc voilà, tu vois, tu es de temps en temps confronté à ça et ça te précipite, quoi, évidemment, dans la douleur, tu vois. Qu'est-ce que tu as plutôt reçu de positif et d'inattendu comme petit cadeau après ce départ, sous une forme ou sous une autre, hormis tous ces commentaires très soutenants à ton égard? Alors j'ai reçu des cadeaux qui ont été faits, qui ont été mis sur ma route par Silane. Parce que vous savez, élever des enfants seuls, élever des enfants seuls, c'est une épreuve, un défi de chaque instant, et on ne prend pas la mesure de l'énergie qu'une maman, elle met en route pour assumer le système, le quotidien, l'enfant, l'éducation, la protection de l'enfant, etc. Quand on élève ses enfants seuls, parce qu'on a des pères démissionnaires ou des beaux-pères démissionnaires absents, enfin voilà. Et ça veut dire que c'est très difficile d'être juste tout le temps. Et donc, la personne sur qui on tire tout de suite, c'est la mère. En fait, la mère, aux yeux de beaucoup d'espace dans la société, elle est responsable de tout, hein, en fait. Hein. Et donc, je me suis approprié l'image que certaines personnes ont projetée sur moi quand je ne faisais pas tout juste, comme si on devait toujours faire tout juste, et puis que si on ne faisait pas tout juste, on était une mauvaise mère, tu vois. Donc je me suis approprié l'image de la mauvaise mère que j'ai été par moments, et qu'on m'a condamnée pour ça. Enfin, tu vois, j'ai vécu des choses très difficiles. Et en fait, Silane, elle a fait arriver chez moi des témoignages de personnes que j'ai accompagnées il y a très longtemps, des témoignages de remerciements. Après avoir pris connaissance de la nouvelle. Oui, après avoir pris connaissance de la nouvelle. Des témoignages de remerciements et d'autres images, tu vois, que j'ai reçues de moi-même, qui étaient des témoignages d'un amour, d'une profondeur incroyable à mon égard, de personnes que je n'avais pas revues depuis 25 ans, tu vois, qui avaient été mes élèves ou comme ça. Et c'est comme si j'ai vraiment entendu Silane qui me disait « Mais maman, tu ne dois jamais douter que tu es une merveilleuse personne et que tu as été une merveilleuse maman et que tu as fait tout ce que tu as pu. » Tu vois, j'ai même des personnes, même la psychiatre de Silane, qui l'a accompagnée les dernières années, qui m'a témoigné de l'admiration qu'elle avait à mon égard pour tout ce que j'avais fait pour Silane, tu vois. Et donc, je vais vraiment dire à toutes les mamans, quelles que soient les erreurs que vous avez faites, quels que soient les choix que vous avez faits qui ont eu des conséquences, vous êtes des merveilleuses mamans. Parce que vous avez fait de votre mieux pour votre enfant. Et faire de son mieux sur cette terre, c'est déjà énorme. Vous avez déjà témoigné d'énormément d'amour parce que vous avez fait ce que vous avez pu dans les circonstances. Vous n'auriez pas pu faire autrement. Et donc, parce que, tu vois, il y a aussi des décisions des fois qu'on prend ou des choix qu'on fait qui sont des conséquences déjà de certaines choses qui ne nous appartiennent pas et qui nous poussent à faire des choix, tu vois, parce qu'on a vécu des circonstances qui ont été organisées par l'extérieur, par d'autres personnes, qui ont eux-mêmes, tu vois, je parle notamment des pères qui ne sont pas là, tu vois, des pères qui ne payent pas la pension alimentaire, qui font qu'on bosse 7 sur 7, et puis qu'on devrait encore être toujours totalement aimanté avec son enfant, alors qu'on doit foutre du bois dans la cheminée, puis des carottes dans la soupe, tu vois. Qu'on est crevé. Et puis qu'on est crevé, et qu'on n'en peut plus. Donc, si tu veux, voilà, c'est ça que j'aimerais vraiment dire, c'est que bravo à toutes les mamans qui font de leur mieux,
Elles ne font pas toutes de leur mieux. Il y a aussi des mères qui sont démissionnaires. Il y a aussi des mères qui sont maltraitantes. Hein. Mais même ces personnes, elles ont été maltraitées, elles aussi, à un moment donné, qui font qu'elles viennent là-dedans. Mais en tout cas, pour toutes les mamans qui ont fait de leur mieux, vraiment, je célèbre l'amour de toutes les mamans sur Terre. Et j'aimerais que tous les hommes puissent célébrer ça avec nous aussi, parce qu'on est bien seuls. Hein. On est bien seuls. Et j'aimerais remercier aussi tous les pères qui sont présents. J'aimerais célébrer, hein. Je vais peut-être choquer tout le monde en disant ça, mais c'est le constat de ma vie, le peu d'hommes qui sont debout maintenant et qui sont auprès de leurs épouses et qui traversent les épreuves avec leurs épouses, qui ne sont pas en train de fuir au premier truc, ou leurs compagnes, voilà, leurs compagnes, bref, mais surtout qui sont présents pour leurs enfants et qui soutiennent leurs compagnes ou leur ex-compagne dans l'éducation de leurs enfants. J'aimerais vraiment bénir ces hommes et rêver que la proportion d'hommes vrais, responsables, s'inverse par rapport à tous les prédateurs qui sont là, par rapport à tous les lâches qui sont là, qui s'en vont. Vraiment, j'aimerais que ça s'inverse, ça. Et donc, j'aimerais aussi dire à quel point j'admire ces hommes et à quel point je les trouve courageux, parce que dans cette société-là, vivre sa dimension d'homme sacré et de père, c'est aussi un défi énorme qui est tellement difficile pour eux, où il faut qu'ils trouvent leur place, qui est tellement difficile pour eux. Donc vraiment, j'aimerais bénir ces hommes, bénir ces mamans, dire à quel point on mérite l'amour, on mérite la joie, on mérite l'abondance, on mérite le respect. Justement, je suis très touchée de t'entendre saluer ces hommes qui arrivent encore envers et contre tout à garder leur place. Mais il faut reconnaître aussi qu'ils sont malmenés aujourd'hui, les hommes, aussi par certaines femmes qui ont poussé une forme de féminisme tellement extrémiste, où on est dans la comparaison, où on veut être simplement la doublure ou la copie de l'homme, alors que je pense que le bon équilibre dans ce couple homme-femme est celui de reconnaître les attributs et les valeurs et les qualités du principe féminin et de reconnaître les valeurs et les qualités du principe masculin, où dans cette complémentarité, ils sont parfaitement égaux, mais ils ne sont pas identiques. Donc est-ce que les hommes ne sont pas aussi maltraités par certaines femmes qui ne reconnaissent plus en eux ces vertus masculines, mais qui ne voient en eux que des machos ou des personnes abusives? Comment tu vois, toi, ce retour à la juste place du rôle féminin et du rôle masculin? J'ai rien à rajouter à ce que tu as dit, Isabelle, parce que c'est l'expression de ma pensée profonde. Parce que quand je vois quelques couples, j'en connais quand même quelques-uns, qui ont su ensemble, contre vents et marées, valoriser, sacraliser, respecter cette complémentarité, cette différence, ils vivent dans la puissance d'un couple inaltérable. Donc, je ne vais rien rajouter à ce que tu as dit, parce que c'est le drame de notre société. Et ce n'est pas hors sujet, parce que comment les enfants se construisent de façon équilibrée s'ils ne sentent pas dans le couple cet amour qui peut tout traverser. Tu comprends? C'est compliqué, il manque des piliers. Et ça a été le drame de Silane. Et ça a été mon drame en amont, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on reproduit les schémas, parce qu'on engramme dans notre ADN un schéma. Moi, j'ai été abandonnée par mon père à l'âge où Silane a été abandonnée aussi, tu vois. Et malgré tout le travail de connaissance que j'ai fait sur moi, j'ai reproduit totalement inconsciemment ce schéma. Et Silane a vécu la même chose, tu vois. Donc, bien sûr que l'homme... Et puis alors, il y a aussi une chose qui est tellement douloureuse, et j'aimerais vraiment rendre attentif tous les jeunes là maintenant, c'est que
dans tout ce qu'on véhicule comme image sur la femme, sexualisée à outrance, avec des regards d'une violence. Je ne sais pas si tu vois les affiches publicitaires, le regard de ces femmes. Il n'y a pas de lumière, c'est sataniste, il n'y a pas de douceur, mais c'est comme si leur regard était des mâchoires, des bouffeuses d'hommes. Mais comment un homme vrai, qui est en contact avec sa sensibilité et sa partie yin, peut imaginer se mettre avec une femme comme ça? Et toutes nos jeunes qui sont des lumières comme Silane, elles ont besoin de s'identifier, jeunes. Et qu'est-ce qu'elles regardent tous les jours? De la publicité avec des femmes qu'on a transformées en objets sexuels. Et en plus, en objets pornographiques. Tu vois? Parce que le drame de la jeunesse, c'est qu'on ne leur explique rien sur la sexualité sacrée. D'accord? Ces jeunes, elles deviennent des poubelles à sperme. Mais c'est tragique, ça. Et j'ai vu, tu vois, dans les vidéos que j'ai vues sur le téléphone à Silane, comment ces jeunes femmes lumineuses, elles essayent de se mettre dans ces postures sexuelles, tu sais, elles se font des selfies comme ça, mais c'est dramatique parce qu'elles ne sont pas ça. Elles ne sont pas ça, tu vois. Et tu vois, moi, j'avais organisé avec une femme qui donnait une initiation pour des adolescentes à la sexualité sacrée, tu vois. Et j'avais organisé ça au chemin d'Akita pour des jeunes adolescentes, tu vois. Mais tu vois, cette sexualité, c'est un sujet qui est tellement tabou sous nos latitudes. Il y a tellement peu de choses qui sont faites là-dedans, tu vois. C'est tabou quand il s'agit de l'aborder de manière sacrée. Ah oui, alors voilà, et c'est précisément, c'est précisément ce tabou qui fait qu'à l'autre bout, d'accord, puisqu'on n'a pas de notion sacrée de ça, et c'est très difficile quand on n'a pas été initié soi-même au tantra, à des choses comme ça, tu vois, de pouvoir transmettre ça aux jeunes, tu vois. Et puis les jeunes, quand même si toi tu essayes de sensibiliser ton enfant, ta fille en particulier, à l'adolescente, elle doit rejeter la mère. Donc même si on essaye de la mettre sur la voie avec des lectures, tu vois, eh bien, elle doit rejeter la mer, donc elle doit rejeter tout ce qui vient de la mer. Et donc après, elle est précipitée dans l'océan de cette destruction de la femme sur Terre aujourd'hui à travers la pornographie, hein, qui est disponible pour les enfants dès qu'ils ont un smartphone. Hein. Ils ont une fois une image qui arrive et les algorithmes, broum, c'est terminé. Et les jeunes, l'écrasante majorité des garçons, ils se forment à ça maintenant et pour eux, c'est la norme. C'est la norme. Ça, c'est vraiment une tragédie, tu vois. Qu'est-ce que tu invites à nos auditeurs à faire pour prévenir ce type de risque? C'est tellement délicat. Comment je peux... C'est délicat de répondre à ça, mais tu vois, j'aurais par exemple un ouvrage à recommander à toutes les femmes d'ailleurs qui subissent cette sexualité masculine, qui est la norme, hein, sous nos latitudes, et qui détruit les couples, hein, parce que cette sexualité masculine, on ne peut pas l'assumer toute notre vie en tant que femme, tu vois. J'invite déjà toutes les femmes, jeunes et moins jeunes, à lire un livre magnifique de Barry Long qui s'appelle « Faire l'amour de manière divine ». C'est un homme qui l'a écrit. C'est juste... C'est un tout petit ouvrage. Barry Long, B-A-R-Y, Long, L-O-N-G. J'espère qu'il est encore disponible parce qu'il est décédé. J'espère qu'ils ont fait des rééditions. Mais Faire l'amour de manière divine de Barry Long, et l'autre, par exemple, qui est encore, dont l'homme est encore vivant, ça s'appelle Slow Sex. Ah oui. Hein, il est en français et en anglais. Oui. C'est magnifique. Oui. C'est magnifique. Je rêve que des gens... parce que des stages sur la sexualité sacrée, il y en a beaucoup maintenant pour les adultes, tu vois, mais il y en a très peu pour les jeunes. Et je rêve que des gens s'attaquent à ce sujet et proposent justement des retraites pour les femmes et pour les jeunes hommes, tu vois. Ça, c'est parce que d'après Barry Long, c'est l'origine de la guerre, la méconnaissance de la sexualité sacrée, tu vois. Si tu es d'accord, maintenant, Arlette, j'aimerais que
tu puisses répondre un peu comme ça, à brûle pour point, à quelques commentaires ou questions sous ce premier entretien que nous avons fait ensemble il y a Mhm. 2 mois. Donc, je vais scroller et... Oui, et puis j'aimerais déjà répondre à un commentaire une fois parce que j'avais effectivement, dans le premier entretien, j'avais évoqué le fait que ce qui était difficile dans ce sujet tabou du suicide, c'est que dans l'inconscient collectif circule la croyance que, voilà, ça c'est par exemple une des croyances que j'ai vraiment laissé s'effondrer en moi, la croyance que le suicide est un péché mortel, que celui qui se suicide, il est égoïste, qu'il a fait un choix, qu'il va aller en enfer. Et ça, c'est des croyances qui sont issues de la religion, tu vois. Et ça fait énormément de dégâts sur les parents, parce qu'imagine-toi, tu as perdu ton enfant, puis tu t'imagines en plus qu'il est en enfer maintenant, et qu'il continue de souffrir pour des lustres, tu vois. Et je dis pas que ça n'existe pas, parce que les âmes liées à la terre peuvent, évidemment, on sait que une âme terrestre qui se tue, il tue le seul corps qui ne lui fait pas souffrir. Hein, mais il ne tue pas ses émotions, il ne tue pas sa psyché, ça il ne le tue pas, ça perdure. Donc ces âmes qui sont liées à la terre, évidemment elles peuvent rester coincées dans ce qu'on appelle le maloka, tu vois. Et puis là, ces âmes, elles ont besoin d'être aidées. Et il y a énormément de personnes qu'on appelle des passeurs d'âmes qui accompagnent ces êtres à partir dans la lumière, tu vois. Les âmes stellaires, elles ne sont pas soumises à ça. En fait, les âmes stellaires, elles partent extrêmement vite. Et puis, on n'a pas besoin de les accompagner parce que des âmes de l'autre côté de leur propre plan viennent les chercher à travers la Voie lactée, tu vois. Et ça a été le cas de Silane. Mais par contre, ce que j'aimerais dire, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui était religieux, je crois catholique, et qui me disait qu'actuellement, il y avait des courants religieux qui avaient remis en question cette croyance. Donc j'aimerais vraiment dire que, voilà, il ne faut pas se blesser avec mes propos, parce que mes propos, ils engagent que moi, ils engagent mon expérience, tu vois. Mais je ne suis pas en train de critiquer les religions, je suis juste en train de dire, voilà une croyance qui génère de la souffrance, tu vois. Très bien. Alors ici, le dernier commentaire, enfin un des derniers commentaires, je me reconnais beaucoup dans le vécu de votre fille. Je ne comprends pas ce monde non plus. Vous êtes une maman incroyable. Vous l'avez aimée et accompagnée avec une telle force. J'aurais aimé que mes parents me comprennent aussi bien que vous l'avez comprise. C'est une âme stellaire et certainement que vous aussi. Merci pour votre témoignage qui me donne foi encore en l'être humain malgré les épreuves. Qu'est-ce que tu as envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de commentaires de jeunes femmes d'ailleurs et aussi quelques jeunes hommes qui se sont reconnus dans le tourment de Silane à vivre dans cette existence. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes qui ont du mal à vivre cette vie, à vivre et à accepter ce monde? C'est de se rencontrer, c'est d'arriver à trouver dans leur entourage des personnes qui sont comme elles, parce que ça soutient d'être avec des personnes comme ça. Des personnes, moi je serais un peu plus nuancée que toi, parce que de s'entourer de gens qui sont dépressifs et qui ont une lecture extrêmement négative du monde ne t'aide pas à sortir de cette fréquence vibratoire. Je pense que c'est bien d'en parler autour de soi, en effet, mais c'est important, moi j'invite en tout cas les jeunes à s'entourer de gens positifs aussi, le plus possible, et qui leur montrent une autre vision du monde, comme quoi le monde avec ses ombres présente aussi des lumières et des merveilleuses opportunités de se déployer et d'expérimenter l'incarnation. Oui, mais tu vois, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des âmes stellaires. Tu vois, par exemple, moi, j'ai réussi à transformer cette hypersensibilité en puissance, en force, en amour, tu vois, parce que j'ai eu un autre parcours. J'ai eu les chevaux qui sont arrivés dans ma vie. Mais tu vois, ce que j'aimerais... Pourquoi je dis ça? Parce que si on vit ça, on peut justement accompagner aussi, tu vois.
on peut comprendre l'autre. Et je dis pas qu'il faut tourner un rond dans le noir. Oui, il faut s'éloigner mutuellement. Non, sûrement pas. Tu vois, mais c'est de pouvoir trouver des... Parce que tu vois, cette personne, elle dit, j'aurais rêvé d'avoir des parents qui puissent me comprendre. Mais bien sûr, c'est normal. Parce que ça crée une ouverture où on peut partager notre douleur, partager nos inquiétudes et se sentir entendu. Parce que le drame, c'est que ces êtres se sentent incompris, ils se sentent pas entendus. Tu vois, donc c'est que des âmes puissent se retrouver pour pouvoir se reconstruire ensemble, tu vois. Oui, absolument. Pas dans le noir, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut qu'ils s'éloignent du rap, il faut qu'ils s'éloignent de la drogue, il faut qu'ils s'éloignent de l'alcool, parce que ces êtres hypersensibles, ça a des conséquences dramatiques sur eux. Ils peuvent pas... Tu vois, il y a des êtres liés au plan terrestre, ils peuvent assumer l'alcool, ils peuvent s'en foutre plein la tête de la dope sans jamais faire des mauvais voyages, tu vois. Parce ils ont cette constitution. Ces âmes hypersensibles stellaires, elles n'ont pas cette constitution. Ils doivent rien prendre, et pas des médicaments non plus. Ça les aide pas, tu vois. Il y a vraiment une chose qui aide énormément, c'est la nature. C'est de partir dans la nature, parce que dans la nature, ils sont dans le vivant, tu vois, ils ne sont pas agressés. Ils bénéficient de la puissance régénératrice des arbres, des animaux, des oiseaux, donc de l'eau, tu vois. Et Silane, les seuls endroits où elle était bien, c'était au bord des rivières, au bord de l'eau, tu vois, quand on pouvait y aller, tu vois. Et alors, bien sûr, ça n'a pas suffi pour Silane parce qu'elle devait repartir, parce qu'elle a vécu des tragédies, de la violence, tu vois. Donc, pas tous les hypersensibles ont eu à traverser ces épreuves que Silane a traversées, qui ont été trop à un moment donné. Y compris un avortement non désiré. Y compris, voilà. Et, bon, beaucoup de choses qu'elle a dû subir. Il y a des hypersensibles qui ne vivent pas ça, tu vois. Donc, ces hypersensibles-là, la seule chose qui peut les aider, c'est l'art, c'est la musique, c'est la créativité, et puis c'est aussi de s'intéresser à la neuroscience, aux dernières recherches de neurosciences, parce que là, ils vont voir qu'ils ont un pouvoir énorme en eux-mêmes. Tu vois, c'est la méditation, c'est ça qui va les aider. C'est pas les réseaux sociaux, c'est pas le rap, c'est pas ces choses-là qui vont les aider. Ça va les enfoncer. Ça va les enfoncer dans le noir, tu vois. La méditation et le recueillement, mais comme tu dis très justement, sans se fixer ou se figer dans une technique plutôt qu'une autre. Non, jamais, jamais. Et quand je dis méditation, attention, parce que les jeunes qui sont hypersensibles et qui souffrent d'un déficit d'attention, par exemple, c'est pas possible d'être dans la méditation, tu vois. Mais, par exemple, certains arts sont des actes de méditation. Appliqué dans l'art, tu vois. Quand je vois, pour moi, par exemple, ce que je vis avec les chevaux, ce que j'enseigne et mon accompagnement avec les chevaux, mais c'est une des méditations les plus élevées qui existent sur Terre, parce que c'est une méditation qui est appliquée au cœur de la relation avec le plus fort que soit, l'imprévisible, potentiellement incontrôlable, à travers l'apprentissage d'un art, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui peuvent aider ces jeunes, tu vois. Partir aussi en mer. Vivre un rêve. Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont plus de rêve. Tu comprends ? Ils n'ont pas de rêve, parce que s'ils ont un rêve, ils s'en sortent. Silane, elle n'en avait plus, parce que tout est trop. Donc, pour moi, c'est le retrait dans la nature. Il n'y a plus de place pour le rêve. Non, il n'y a plus de place pour le rêve, parce qu'on te les détruit, les rêves, tous les jours. Tu vois ? Et surtout qu'ils n'écoutent pas les choses anxiogènes, tu vois. C'est parce que ce système qui veut broyer l'être humain, il détruit les cerveaux en activant le cortisol avec des informations anxiogènes, mais c'est de tous bords. C'est autant dans la vérité, c'est autant dans la vérité que dans le mensonge, tu vois. Absolument. Parce que quand les gens essayent de rétablir la vérité de certains faits, ben, quand on voit cette vérité, elle est aussi anxiogène que les mensonges, tu vois. Encore une question ici.
ou un témoignage. Chère madame, tellement rempli de sincérité avec votre témoignage sur votre petite Silène, comment en savoir plus sur votre travail avec les chevaux? C'est une question qui vient de Luz, de Tahiti. Tahiti. Ouais. Comment répondre à cette question? Je pense que le cheval aujourd'hui, qui a toujours eu une mission auprès de l'être humain, il a influencé la destinée de l'être humain depuis toujours. Depuis toujours. Et je ne vais pas refaire l'histoire du cheval, parce que tout le monde sait ce que le cheval a permis à l'être humain de... Il a permis de repousser des frontières, de transmettre des messages, de produire de la nourriture. Enfin, il a toujours eu un rôle. Gagner des guerres, justement, puis dessiner les frontières avec ça, parce que les armées qui avaient des bons chevaux solides, ils gagnaient des territoires. Donc le cheval, il a influencé la destinée de l'être humain depuis toujours. Et là, ça fait plusieurs dizaines d'années que le rôle du cheval s'est complètement transformé. Et ça a été l'étude que j'ai faite toute ma vie, c'est de comprendre quel est l'enjeu de la relation avec le cheval au XXIe siècle, et en particulier dans cette période-là maintenant. Et il a plusieurs rôles, le cheval. C'est peut-être pas le bon mot rôle, mais en tout cas, il a un effet sur l'être humain, le cheval. D'abord, il rétablit la cohérence cardiaque de l'être humain. Juste d'être auprès d'un cheval va rétablir la cohérence cardiaque de l'être humain. Et ça, déjà, c'est énorme, parce que quand le cerveau reptilien déploie du cortisol parce qu'on est dans la peur, dans l'anxiété, la première chose qu'on perd, c'est la cohérence cardiaque. C'est le cœur qui est touché en premier et qui perd sa cohérence. Et quand le cœur perd sa cohérence, le cerveau perd sa cohérence aussi. Donc on perd à la fois la cohérence cardiaque et cérébrale. Et quand on a perdu ces deux cohérences, eh bien, on entre dans la confusion. Et c'est là qu'on devient contrôlable. Donc, juste déjà la présence du cheval, elle agit sur ce sujet qui est si essentiel aujourd'hui, c'est de conserver la cohérence cardiaque. Et puis après, le cheval qui est plus fort que nous, imprévisible et potentiellement incontrôlable, il va nous permettre d'aller à la rencontre du phénomène de la peur pour pouvoir s'affranchir des effets de la peur. Parce que ce n'est pas la peur qui est un problème en soi, c'est les effets de la peur. Et quand on maîtrise les effets de la peur, eh bien, on reste dans la maîtrise de soi-même. Et donc, c'est ça que j'ai étudié, parce que je suis quelqu'un moi-même de très peureux à la base, et de fréquenter les chevaux toute ma vie, et des chevaux dangereux qui ont subi des maltraitances, ça m'a conduit à construire, enfin à marcher sur un chemin où j'ai pu entrer dans la maîtrise de ce phénomène. Alors, tu es quand même maintenant renommée pour ton accompagnement des humains avec des chevaux. Parle-nous en quelques mots de ta méthodologie qui est reconnue et qui est très originale. C'est un accompagnement qui est fondé sur la présence, en fait. C'est-à-dire que le cheval, lui, étant donné qu'il est une proie et que nous sommes des prédateurs, on va devoir transmuter justement tous les réflexes qui sont liés à la prédation, qui vont nous pousser dans le contrôle de l'autre. Et quand on est là-dedans, on est dans le rapport de force. Et entre nous, c'est la même chose. Dès qu'on est dans un rapport de pouvoir, qui est toujours sous-tendu par la peur, eh bien, on est dans le rapport de force. Et ce rapport de force, il est destructeur dans la relation. Et donc, les chevaux, ils m'ont enseigné un certain nombre de savoir-être qui sont fondés sur la présence. Mais qu'est-ce que c'est que la présence? Donc, en fait, j'ai réussi à découvrir, à identifier 3 mouvements qui sont liés à cette présence. Le premier mouvement qui est le retournement en soi, le deuxième mouvement qui est se tendre dans le monde, dans la vision panoramique, et le troisième mouvement qui est accueillir les informations, pour toujours rester dans notre axe en fait, et toujours rester dans cette tranquillité intérieure qui fait qu'on est informé, qu'on voit, qu'on entend, et ça nous permet d'agir et de ne pas réagir. Ok, mais concrètement, comment ça se passe quand on travaille avec toi et les chevaux? Concrètement, on va rencontrer un cheval et je vais inviter les gens
à faire des expériences justement sur cette présence qui vont leur permettre de rentrer dans un rapport de puissance aimante avec le cheval. Aimante au sens de l'amour et aimante au sens du pouvoir d'attraction. Et là, le cheval, eh bien, il va s'incliner face à la demande de l'être humain parce qu'il va être en confiance avec l'être humain qui est là-dedans et il va le reconnaître comme étant un guide. Donc en fait, c'est vraiment un travail de connaissance de soi par le biais de la relation avec le cheval. Mais je ne peux pas décrire tout ce qu'on fait parce que c'est très complexe et chaque personne elle est accompagnée où elle en est, tu vois. Je mettrai de toute façon mais dans la description voilà, de cette vidéo on va pas, c'est pas le sujet là. Non, c'est pas le sujet. Mais voilà, tu peux mettre. Mais c'est pour répondre à un des commentaires. J'aimerais finir cet entretien, chère Arlette, avec un projet que tu souhaites partager avec les auditeurs, dont nous avons eu l'idée, toi et moi, suite à cette masse de réactions et de commentaires sous la première vidéo. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien évidemment, quand j'ai eu tous ces commentaires, ça m'a donné envie d'ouvrir des cercles d'écoute profonde. Sur le thème du suicide. Sur le thème du suicide, effectivement. Et pour pouvoir se réunir dans un espace d'amour, de compréhension, d'empathie, avec des parents qui se sentent perdus. Parents, quand je dis parents, ça peut être des sœurs, des frères, des personnes proches de personnes suicidées qui n'arrivent pas à faire le deuil, tu vois, qui sont encore dans cette douleur vive longtemps après l'événement. Et ce serait juste de créer un espace parce qu'on se sent très seul. Parce que c'est quelque chose qui est tellement violent et qui est quand même tabou et qui n'est pas, bien qu'on ait de plus en plus maintenant, mais c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, tu vois, donc c'est difficile d'en parler. Et ce que j'ai aussi vu, moi, à travers cette expérience, c'est que les gens n'osent pas aller parler à des personnes qui ont perdu leurs enfants. Tu vois, j'ai des personnes qui m'ont dit, tu sais, j'ai une amie, là, elle a perdu, mais j'ose pas aller la trouver, j'ose pas lui poser des questions, tu vois. On est démunis, on ne sait pas comment se positionner face à ça, tu vois. Donc j'aimerais vraiment pouvoir créer un espace ouvert, d'accueil, bienveillant, pour que chacun puisse venir ouvrir son cœur, déposer son chagrin, écouter les autres, parce que ça c'est très aidant. Trouver des solutions. Trouver des solutions, tu vois, se rencontrer, tu vois. Alors on va développer cette proposition très bientôt. Donc le premier atelier que nous allons proposer aura lieu le jeudi 21 novembre à Aubonne de 19h à 22h. Je mettrai le lien de cette information dans la description de la vidéo. On va commencer, on va proposer 3 ateliers. Le premier sera adressé aux parents de proches ou d'enfants suicidés. Le deuxième s'adressera à des jeunes qui sont traversés par cette envie d'en finir. Et le troisième atelier sera mixte parents-enfants pour générer un dialogue et trouver ensemble une porte de sortie à cette envie d'en finir. Comment tu te sens aujourd'hui Bah écoute, je me sens contente d'avoir trouvé la force de refaire cet entretien. Ça, parce que voilà, c'est important de transmuter tout ça. Et puis c'est la manière que j'ai trouvée, moi, de transmuter ça, c'est de pouvoir partager et soutenir des parents qui ont vécu ça. Donc mon cœur, il est content. Et puis je sens que Silane, elle est contente aussi. Je m'excuse, mais quand je baille comme ça, c'est que Silane m'a répondu oui. C'est le système de communication qu'on a mis en place. Je lui pose souvent des questions parce que je l'ai aussi posé la question, est-ce que je dois faire circuler ces choses qui sont si intimes? Est-ce que c'est juste de s'exposer sur la toile, tu vois? Parce qu'il y a eu aussi des commentaires pas toujours très gentils, tu vois. Donc c'était un cas de conscience aussi pour moi par rapport à Silane, tu vois. Donc c'est clair que j'ai d'abord posé la question à Silane et Silane m'a confirmé que c'était ce qu'on devait faire maintenant. Je te remercie beaucoup, Arlette.